Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition de 22 heures de votre journal. Voici tout de suite les principaux titres de votre édition. Djibouti franchit une étape historique avec la mise en service de son premier département de chirurgie cardiaque, désormais capable de réaliser sur place des interventions à cœur ouvert. Et au Venezuela, le bilan du puissant séisme continue de s'alourdir. Les autorités recensent désormais 164 morts et près de 1000 blessés. Nous ouvrons ce journal avec une avancée majeure dans le domaine de la santé. Le département de chirurgie cardiaque de l'hôpital soudanais a officiellement été mis en service aujourd'hui. Une nouvelle étape dans le renforcement de l'offre médicale nationale. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a officiellement inauguré le tout premier département de chirurgie cardiaque de Djibouti, une infrastructure médicale de haute technologie implantée au sein de l'hôpital militaire soudanais. À son arrivée, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par le chef d'état-major général des armées, le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, ainsi que par le médecin colonel-major Madiane Mohamed Saïd, directeur général de l'hôpital militaire soudanais. Cette nouvelle unité spécialisée constitue une avancée majeure pour le système de santé national. Dotée d'un plateau technique ultra-moderne et d'équipements médicaux de dernière génération, elle répond aux standards des grands centres hospitaliers internationaux et ambitionne de devenir un pôle d'excellence dans le domaine cardiovasculaire, aussi bien à l'échelle nationale que régionale. Grâce à la mise en service de ce département, de nombreuses pathologies cardiaques complexes pourront désormais être prises en charge directement à Djibouti, évitant ainsi aux patients des évacuations sanitaires à l'étranger. Parmi les affections concernées figurent notamment les maladies coronariennes, les pathologies valvulaires, les dissections aortiques, ainsi que certaines malformations cardiaques congénitales. Une équipe médicale hautement qualifiée, composée d'un professeur en chirurgie cardiaque, d'un chirurgien spécialisé et d'un médecin réanimateur a relevé donc avec succès le défi de réaliser les premières interventions de chirurgie cardiaque complète sur le sol djiboutien. Grâce à la performance des équipements chirurgicaux de dernière génération et un dispositif rigoureux de suivi post-opératoire, les deux premières opérations programmées se sont déroulées avec succès, marquant une étape historique dans l'évolution de la médecine spécialisée à Djibouti. L'ouverture de ce département ouvre ainsi une nouvelle ère pour le développement de la chirurgie cardiaque dans le pays. Elle traduit la volonté des autorités de renforcer l'offre de soins spécialisés et de garantir aux citoyens un accès à une prise en charge cardiovasculaire de haut niveau conforme aux normes internationales. Et à son arrivée, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli chaleureusement par le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, ainsi que par le médecin colonel-major Madiane Mohamed Saïd, directeur général de l'hôpital militaire soudanais, ainsi que tous les médecins de l'hôpital soudanais. Et après la cérémonie officielle, le chef de l'État a visité les différentes unités de ce nouveau département, découvrant les équipements et les installations dédiées à la prise en charge des patients. Le numéro 1 djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, a effectué une visite guidée des différentes unités qui composent ce service de pointe de l'hôpital militaire soudanais. Une occasion pour le chef de l'État
de saluer l'expertise et professionnalisme et l'engagement des équipes médicales à l'origine d'avancées majeures dans le domaine de la santé. Au cours de cette visite, le président de la République a découvert un parcours de soins modernes, doté d'équipements de dernière génération et répondant aux standards internationaux les plus exigeants. Désormais pleinement opérationnel, le premier département des chirurgies cardiaques du pays s'est déjà illustré par une prouesse médicale historique. Les équipes spécialisées ont en effet réalisé avec succès les 2 premières opérations de chirurgie cardiaque à cœur ouvert jamais pratiquées à Djibouti. Ces interventions particulièrement complexes et longues de plusieurs heures ont nécessité une coordination exemplaire entre chirurgiens, anesthésistes, techniciens de perfusion et personnel soignant, dans un environnement répondant aux normes les plus strictes en matière de sécurité et de stérilisation. Le succès de ces 2 opérations marque un tournant décisif pour le système de santé national. Il témoigne de la capacité du Djibouti à prendre en charge localement les pathologies cardiaques les plus lourdes grâce à des compétences humaines hautement qualifiées et à des infrastructures de pointe. La visite du président a également permis de découvrir les différentes composantes de ce parcours de soins intégrés. Le département dispose de 2 blocs opératoires spécialement conçus pour les interventions cardiaques complexes. Il comprend également une unité de soins intensifs, de chirurgie cardiaque, dédiée à la surveillance rapprochée des patients durant les premières heures suivant l'opération. Une phase déterminante pour leur rétablissement. Une fois leur état stabilisé, les patients sont transférés vers une unité d'hospitalisation moderne, offrant toutes les conditions nécessaires à une convalescence et à une rééducation optimale. Grâce à cette infrastructure complète, couvrant l'ensemble du parcours de soins, de l'intervention chirurgicale jusqu'au retour à domicile, les patients djiboutiens peuvent désormais bénéficier sur le territoire national d'une prise en charge spécialisée de haut niveau sans avoir recours à une évacuation sanitaire à l'étranger. Et donc après la cérémonie officielle, le chef de l'État, une fois à l'issue de sa visite, le président de la République a adressé ses félicitations aux équipes médicales et paramédicales pour leur engagement et leur professionnalisme, saluant une avancée majeure pour le système de santé national. Le chef de l'État les a encouragés à poursuivre leurs efforts, à maintenir ce niveau d'excellence et à continuer d'innover afin de faire de ce département un véritable pôle de référence dans la prise en charge des pathologies cardiaques. Et une équipe spécialisée est désormais en mesure d'assurer des interventions complexes sur place. Voici le témoignage d'un cardio-chirurgien. Je me présente, je suis le médecin capitaine Amir Aden Ali, chirurgien cardiaque exerçant à l'hôpital militaire de Djibouti. Je suis issu de la faculté de médecine, la première promotion de Djibouti. Aujourd'hui, c'est un honneur, c'est une chance d'avoir le président, son excellence, le président M. Ismaël Omar Guelleh, de nous avoir fait l'immense honneur de nous avoir rendu visite. Et aussi une immense fierté d'avoir pu réaliser la première opération, la première chirurgie à cœur ouvert à Djibouti. C'est une première au niveau national et même au niveau régional. Nous avons un service qui est complet et aujourd'hui nous avons ouvert le service de chirurgie cardiaque avec la réalisation de 2 grandes chirurgies majeures complexes ne se faisant pas dans la région. En fait, c'est des patients atteints de valvulopathie, c'est-à-dire que les valves au niveau du cœur n'étaient pas fonctionnelles, ce qui entraînait une défaillance au niveau cardiaque. Nous avons réussi à retirer ces valves et à changer avec des matériels permettant d'améliorer la qualité de vie de ces patients.
Tout ceci se fait à cœur arrêté avec une machine appelée la circulation extracorporelle permettant d'assurer la fonction du cœur et du poumon. Les matériels que nous possédons à l'hôpital militaire sont aux normes internationales, c'est-à-dire que même un bloc opératoire aux États-Unis, en Europe ou même en Asie, nous l'avons déjà. Et même, je peux affirmer sans crainte que, au niveau qualité, nous avons de meilleures performances. Et dans une réaction à la presse, le président de la République a salué une avancée majeure pour le système de santé national, réaffirmant l'importance du développement des services médicaux spécialisés et du renforcement de l'autonomie sanitaire du pays. Avec la mise en service de ce nouveau département médical, notre pays franchit une étape décisive dans son développement et son autonomie sanitaire, a déclaré le chef de l'État. Le président de la République a également souligné que cette réalisation est le fruit d'efforts soutenus menés sur plusieurs années, guidés par la volonté constante de relever les défis les plus ambitieux dans le domaine de la santé. Le chef de l'État a enfin adressé ses chaleureuses félicitations à l'ensemble du personnel de l'hôpital militaire de Djibouti ainsi qu'à son directeur, le docteur Madiane Mohamed Serid, pour leur engagement et leur contribution à cette réussite historique. Et à l'occasion du 49e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti, de nombreux télégrammes de félicitations continuent d'affluer à la présidence de la République, adressés par des chefs d'État et de gouvernement de pays frères et amis, ainsi que par des responsables d'organisations régionales et internationales. Ces messages expriment leurs vœux de bonheur et de réussite au président de la République et au peuple djiboutien. Les dirigeants saluent notamment le leadership du chef de l'État ainsi que le rôle de Djibouti en faveur de la paix, de la stabilité et du développement des échanges économiques dans la région. Parmi les derniers messages reçus figure celui de Sa Majesté Naruhito, empereur du Japon, qui a adressé ses chaleureuses félicitations au président de la République, au gouvernement et au peuple djiboutien à l'occasion de la fête nationale. Et toujours dans l'actualité nationale, une mesure à caractère humain et social. À l'occasion du 49e anniversaire de l'indépendance, une grâce présidentielle a été accordée à plusieurs détenus de la prison civile de Gabod. Le chef de l'État a accordé une mesure de clémence présidentielle en faveur de plusieurs détenus condamnés à des peines d'emprisonnement ferme. Dans le cadre des célébrations de l'indépendance nationale, Ismaël Omar Guelleh a signé hier un décret accordant une remise gracieuse de peine de 6 mois aux détenus condamnés à des peines d'emprisonnement ferme dans les établissements pénitentiaires du pays. Au total, 110 détenus ont bénéficié de cette mesure de clémence présidentielle. Parmi eux, 65 condamnés ont été libérés aujourd'hui de la prison civile de Gabod. 24 ressortissants étrangers concernés par cette mesure feront l'objet d'une procédure d'expulsion vers leur pays d'origine. Par ailleurs, 45 autres détenus bénéficieront d'une réduction de 6 mois sur la durée de leur peine restante. Et à l'occasion de la célébration du 49e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, le ministre de l'Intérieur porte à la connaissance du public que les journées des samedis 27 et dimanche 28 juin 2026 sont déclarées fériés, chômés et payés sur l'ensemble du territoire national. Dans un autre registre, la coopération internationale continue de se renforcer au service du développement national. Une importante délégation marocaine a été reçue aujourd'hui à la primature pour évoquer plusieurs projets stratégiques dans le domaine énergétique. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui à la primature une importante délégation composée de représentants de l'Agence marocaine pour l'énergie durable, de la Banque islamique de développement et de l'Agence marocaine de coopération internationale. Cette rencontre s'est déroulée en présence du ministre de l'Énergie, Dr Jarma Mohamed Hassan, de l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Royaume du Maroc, ainsi que du chargé d'affaires du Royaume du Maroc à Djibouti. Au cours de cette séance de travail, la délégation a présenté l'expertise de Massen, acteur de référence en Afrique et à l'international dans le développement des énergies renouvelables, ainsi que les perspectives
de coopération avec Djibouti dans le domaine du solaire photovoltaïque, donc avec stockage, du financement des infrastructures énergétiques et du transfert de compétences. Les échanges ont également porté sur plusieurs projets structurants destinés à accompagner la transition énergétique du pays. Parmi les dossiers examinés figure le développement d'installations photovoltaïques avec stockage, l'étude du potentiel du site Goubet-Lakassal pour un projet de stockage d'énergie par pompage, ainsi que les préparatifs de la première commission mixte Maroc-Djibouti visant à consolider davantage le partenariat entre les deux pays. Le Premier ministre a salué cette dynamique de coopération qui s'inscrit pleinement dans les ambitions nationales en matière de transition énergétique, de sécurité énergétique et de développement durable. Il a à cette occasion réaffirmé l'engagement du gouvernement à promouvoir des partenariats stratégiques fondés sur la coopération sud-sud afin d'accélérer la mise en œuvre de projets structurants créateurs de croissance, d'emploi et de prospérité au bénéfice des populations djiboutiennes. Place maintenant aux activités parlementaires. L'Assemblée nationale a accueilli un atelier consacré au bilan des actions menées par les Nations Unies à Djibouti au cours de l'année 2025. Le président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta, a reçu aujourd'hui en audience le coordonnateur résident du système des Nations Unies à Djibouti, José Luis Barahona, venu lui remettre officiellement le rapport annuel 2025 des Nations Unies à Djibouti. Dans le prolongement de cette rencontre, l'Assemblée nationale a organisé un atelier de haut niveau consacré à la présentation de ce rapport. La rencontre a réuni des députés, des représentants des agences onusiennes, ainsi que des responsables de plusieurs départements ministériels. Les échanges ont permis de dresser un état des lieux des résultats obtenus dans des secteurs clés tels que la santé, l'éducation, la gouvernance, le climat, l'égalité de genre et la gestion des flux migratoires. Ouvrant les travaux, le président de l'Assemblée nationale a salué l'engagement constant du système des Nations Unies aux côtés de Djibouti. Écoutez le coordonnateur résident du système des Nations Unies à Djibouti. Vous avez un rôle très important dans les ODD, dans les Objectifs de développement durable 2030. C'est vous qui faites les lois, c'est vous qui discutez et approuvez les budgets, et c'est vous qui représentez aussi les populations de chaque pays. Dans ce cas ici, la population de Djibouti, vous êtes élu et vous êtes la liaison entre ce qui se passe à niveau global, notre travail ici à Djibouti et le peuple djiboutien. Donc j'espère qu'on va continuer. Pour nous, c'est un exercice très intéressant. On apprend beaucoup de dialogue qu'on a chaque année. Et c'est très intéressant cet échange que, comme on a dit, on a commencé un jour quand on a fait l'accord cadre de coopération. On a vu que c'était très intéressant. Et depuis là, pour nous, c'est un plaisir, un privilège avoir l'opportunité de venir chaque année, partager avec vous les résultats du travail et avoir après les dialogues et les échanges comme on a fait chaque fois. 2025, ce n'était pas une année facile pour les équipes et pour mes collègues et pour toutes les équipes des Nations Unies dans le monde et aussi à Djibouti. À niveau global, on a vu une chute, la chute plus grande historiquement en termes de pourcentage qu'il y avait dans les ODA, ça qu'on appelle les ODA, le soutien, l'argent pour le développement durable. Et au terme des échanges, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a insisté sur la nécessité d'une meilleure coordination entre les institutions nationales et les agences onusiennes afin de renforcer l'impact des programmes de développement. Nous l'écoutons. Si nous sommes réunis aujourd'hui, ce n'est pas pour accomplir un geste protocolaire, c'est parce que nous croyons profondément que le développement ne se décrète dans les tours des verres de conférences internationales. Il se construit au quotidien dans nos quartiers, nos écoles, nos hôpitaux, nos foyers. Le rapport annuel que nous allons examiner ensemble est bien plus qu'un document technique. Il est la chronique vivante de nos avancées, de nos défis et de nos engagements renouvelés. Il raconte nos succès, nos épreuves et surtout notre volonté commune de bâtir un avenir meilleur
pour nos concitoyens. Mesdames et messieurs les parlementaires, vous êtes ici dans cette enceinte parce que vous êtes les voix de vos concitoyens. Vous êtes les relais de leurs espoirs et les échos de leurs préoccupations. Je sais comme vous que les réalités du terrain sont souvent plus complexes que les belles formules de rapport. Derrière chaque indicateur croissant, il y a un jeune qui cherche un emploi, une mère qui veille sur la santé de ses enfants, un entrepreneur qui lutte pour faire vivre son rêve. Cet atelier constitue une parenthèse précieuse. Il nous offre l'occasion de suspendre le rythme, de prendre de la hauteur, tout en gardant à l'esprit ce qui demeure essentiel, l'humain. En examinant le résultat des programmes soutenus par le coordonnateur résident et l'équipe Pays des Nations Unies, nous ne faisons pas seulement un exercice de contrôle budgétaire, nous portons un regard lucide et responsable sur notre action. Nous nous interrogeons, les politiques que nous adoptons, les lois que nous votons, répondent-elles réellement aux besoins de nos concitoyens? Réduisent-elles les factures sociales? Ouvrent-elles des perspectives tangibles pour notre jeunesse? Car la jeunesse est au cœur de nos préoccupations. Elle est notre richesse la plus précieuse, mais aussi notre responsabilité la plus grande. La vision Djibouti 2035, aussi ambitieuse soit-elle, ne prendra tout son sens que parce qu'elle transformera dans la vie quotidienne de nos jeunes les opportunités qu'elle offrira pour rester, investir et bâtir vers l'avenir, leur avenir ici, dans leur pays. Et nous vous proposons à présent un retour sur une page marquante de l'histoire contemporaine de Djibouti, un ouvrage qui, pendant des années, a symbolisé une période de tension et de séparation, le barrage de la honte. Voici un magazine de la rédaction sur un commentaire de Ahmed Hamad. Le 25 août 1966, le général Charles de Gaulle, président de la République française, fait escale dans le territoire. Il est accueilli à la place Lagarde par des manifestants avec des banderoles réclamant l'indépendance du territoire. Dans un geste de mauvaise humeur, le président, à qui l'administration coloniale avait laissé croire qu'il serait accueilli en héros, donne l'ordre d'évacuer la place. C'est le début d'une répression qui va s'intensifier et déboucher sur la construction du barrage autour de la ville de Djibouti en septembre 1966. Ce barrage physique pour empêcher la libre circulation des personnes ne fait que prolonger bien sûr les contrôles et les tracasseries administratives sur les habitants en provenance du reste du pays. Ces derniers devaient avoir l'autorisation du commandant du cercle pour se rendre à Djibouti-Ville. Elle y voit une opportunité de commerce avec l'Abyssinie. Et pour cela, elle construit le port et le chemin de fer, deux infrastructures autour desquelles va se concentrer l'économie du territoire. Pour la puissance coloniale, Djibouti-Ville occupe un statut à part par rapport à l'ensemble du territoire. Elle craint, dans un premier temps, des débordements démographiques avec l'afflux des populations en quête de travail. Des contrôles intempestifs sont menés avec des refoulements et des expulsions. Dès les années 60, les revendications syndicales obligent la puissance coloniale à des répressions tout azimut. Face aux revendications syndicales et les montées des mouvements nationalistes, les réponses des autorités ne fut à chaque fois que répression, déportation, mais surtout expulsion vers Aden, le Hadda. Mais comme les expulsions nécessitaient souvent des démarches administratives et judiciaires, donc avec l'établissement du barrage en 1966, l'administration décide de ne plus procéder à des expulsions, mais à des refoulements qui ne nécessitent aucune procédure administrative et ne peuvent être contestés. Les personnes rejetées sont simplement regroupées dans un dépôt, un camp installé à la Poudrière à partir d'avril 1967, déposé en camion à la frontière somalienne à Loïada ou envoyé en train vers l'Éthiopie. Les données estimatives évoquent un total de 8000 personnes refoulées vers 1971. En 1967, suite aux émeutes du référendum de mars-avril, au moins 12 morts sont recensés et plusieurs milliers d'expulsions. Les partisans du oui à l'indépendance sont inspirés par l'accession à l'indépendance de la Somalie. Ces émeutes ont occasionné les renforts militaires de la métropole et le renforcement du barrage.
L'installation du barrage devient durable jusqu'à l'indépendance. Il s'étend sur 14 km au sud et à l'ouest de la ville de Djibouti. La forme du barrage évolue. Au début, constitué simplement de barbelés et de mines, on l'améliore en y ajoutant des miradors, puis une piste tout au long pour les véhicules. Ensuite, une deuxième ligne de barbelés. Enfin, une ligne de grillage et de barrières métalliques de 3 mètres de haut. En prenant comme prétexte le contrôle de l'immigration clandestine, le barrage achève les dispositifs de surveillance déjà aggravés par les contrôles et les expulsions. Mais les gens sont loin d'être découragés. Ils sabotent de l'intérieur le barrage, ouvrant des brèches par lesquelles s'infiltrent les migrants ou les refoulés. Ceci est démontré par l'accroissement de la population de la ville de Djibouti qui passe de 62 000 habitants en 1967 à 118 000 en 1972, et ce, malgré le refoulement totalisé de 16 520 personnes. Par ailleurs, il est essentiel de rappeler que les forces de l'ordre colonial ont posé des mines et ont procédé à des tirs à vue sur toute personne qui tentait de franchir le barrage. Cela a provoqué de nombreuses victimes, morts ou blessés. L'impact de cette nouvelle frontière sur la vie quotidienne de la population est important. Le barrage, non fonctionnel en 1977, il est finalement démantelé en 1982, 5 ans après l'indépendance du territoire. Certains auteurs l'ont qualifié de mur de la honte. Et de cette page d'histoire revenant à l'actualité des célébrations nationales à 2 jours de la fête de l'indépendance, l'ambiance festive gagne progressivement l'ensemble du territoire. À la veille, donc à moins de 24 heures à l'approche de la fête de l'indépendance du 27 juin, Djibouti se part progressivement de ses couleurs nationales. Dans la capitale, comme dans les différentes régions du pays, le drapeau national flotte sur les édifices publics, les grandes avenues et les espaces emblématiques, donnant au paysage urbain une atmosphère particulière à l'approche de cette grande célébration nationale. Les préparatifs s'intensifient avec l'installation des décorations aux couleurs du drapeau djiboutien. Le bleu, le vert, le blanc ainsi que l'étoile rouge du drapeau national sont désormais visibles dans plusieurs quartiers et lieux publics, transformant progressivement les rues en un véritable hommage au symbole de la République. Le drapeau national adopté au moment de l'accession du pays à l'indépendance le 27 juin 1977 demeure l'un des signes les plus forts de l'identité djiboutienne. Le 27 juin 2026, comme chaque année, les Djiboutiennes et les Djiboutiens célébreront la fête de l'indépendance, une journée placée sous le signe des valeurs de la République et de l'attachement aux symboles nationaux. Et pendant que le pays se prépare à célébrer son indépendance, les autorités poursuivent également leurs efforts pour construire l'avenir économique de la nation, direction la Chine, où un projet d'envergure se dessine pour l'industrie verte djiboutienne. Cap sur Pékin, la délégation djiboutienne conduite par le ministre des Finances a franchi une étape majeure dans le développement du futur parc industriel vert de Djibouti. Une réunion de haut niveau présidée par le Dr Wu Yanghua a rassemblé les dirigeants de plusieurs grands groupes chinois appelés à intégrer le consortium du parc industriel vert de Djibouti. Énergie, industrie lourde, pétrochimie, matériaux, infrastructures et technologies avancées, les principaux acteurs de l'industrie chinoise ont répondu présent autour d'un projet stratégique destiné à transformer le paysage économique djiboutien. Au cœur de cette ambition figure le concept 1+N, une plateforme énergétique verte de grande capacité conçue pour alimenter un vaste écosystème industriel. Chimie verte, aluminium, technologie propre et industrie de nouvelle génération, notre pays ambitionne de bâtir un modèle industriel intégré, fondé sur une énergie propre, fiable et compétitive. Le projet prévoit la mobilisation de plusieurs milliards de dollars d'investissement sur les prochaines années. À terme, il devrait générer des milliers d'emplois, favoriser le transfert de technologie et renforcer les compétences nationales. Le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Douale, a mis en avant les principaux atouts
de Djibouti, notamment sa position géostratégique, sa stabilité politique et son fort potentiel en énergie renouvelable. Il a réaffirmé l'ambition du gouvernement de promouvoir une croissance durable à travers la diversification économique en s'appuyant sur les grandes infrastructures du pays et la vision Djibouti 2035. Il a également souligné des priorités nationales que sont l'économie verte, numérique et bleue, ainsi que l'approche innovante 1+9 destinée à accélérer la transformation économique du pays. Autre dossier stratégique pour Djibouti, la sécurité maritime, un enjeu majeur pour un pays situé au cœur de l'une des routes commerciales les plus fréquentées au monde. La deuxième journée du 3e symposium de Djibouti sur la sécurité maritime s'est tenue hier à Laïla Grand Hôtel sous le thème « Apporter des réponses régionales aux menaces et défis ». Les travaux ont réuni plusieurs responsables nationaux et internationaux, parmi lesquels le ministre de l'Intérieur, Omar Abdi Saïd, le ministre des Équipements et des Infrastructures, Saïd Nou Hassan, l'ambassadrice de l'Union européenne auprès de Djibouti et de l'IGAD, Enisa Elena Lonetz, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Okoshi Akihiro. Des représentants des forces armées, des gardes-côtes, du corps diplomatique et des experts maritimes ont également pris part aux échanges. À travers plusieurs panels, les participants ont abordé les principaux enjeux liés à la sécurité maritime régionale, notamment la lutte contre les menaces en mer, le partage d'informations et le renforcement de la coopération entre les différents acteurs. Les discussions ont également porté sur les opportunités offertes par l'économie bleue, le développement des infrastructures portuaires et la valorisation des ressources maritimes comme levier de croissance économique. Les intervenants ont rappelé l'importance stratégique du détroit de Bab el-Mandeb pour le commerce mondial. L'Union européenne et le Japon ont réaffirmé leur soutien aux efforts engagés par Djibouti en matière de sécurité maritime. Retour sur leurs interventions. L'Union européenne et du Japon en faveur de la sécurité maritime. Dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, l'importance stratégique du détroit de Bab el-Mandeb pour l'économie mondiale est réaffirmée. Face à un environnement mêlant opportunités et défis, notamment des risques posés par des Houthis et de l'augmentation des incidents de piraterie, le thème retenu pour ce symposium s'avère d'une actualité particulièrement saisissante. Je souhaiterais faire pleinement écho et m'aligner avec les remerciements et l'appréciation exprimés par mon collègue, l'ambassadeur du Japon, pour l'engagement des autorités djiboutiennes et leur participation active, pas uniquement dans la conduite pour la 3e fois cette année de ce symposium, mais leur engagement profond dans la région et dans le monde pour la promotion du droit international et pour s'assurer que les mers restent un endroit de coopération, de développement et d'échange. Les infrastructures portuaires occupent une place centrale dans cette stratégie. Le ministre des Infrastructures et des Équipements, Saïd Nou Hassan, revient sur leur importance pour le développement économique et la sécurité maritime. Écoutons un extrait de son intervention. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, intitulé « Des menaces et défis jusqu'aux réponses régionales », traduit parfaitement les réalités auxquelles notre région est confrontée, ainsi que l'impératif d'une action collective face à des défis qui ne connaissent ni frontières ni limites géographiques. Situé à l'entrée du détroit de Bab el-Mandeb, l'un des corridors maritimes les plus stratégiques au monde entre l'Afrique, Djibouti donc occupe une position unique au carrefour des échanges entre l'Afrique, l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient. Chaque année, des milliers de navires transitent par cet espace maritime vital qui constitue un maillon essentiel du commerce international, des chaînes logistiques mondiales et de la sécurité énergétique. Or, les développements récents dans la mer Rouge et le golfe d'Aden nous rappellent la fragilité de cet environnement stratégique.
les attaques contre les navires commerciaux, les tensions géopolitiques régionales, la résurgence des activités criminelles en mer, les menaces visant les infrastructures maritimes critiques, ainsi que le risque émergent lié aux nouvelles technologies, démontrent que les défis auxquels nous faisons face sont devenus plus complexes, plus interconnectés et plus imprévisibles. Face à cette réalité, la réponse ne peut être que collective. Mesdames et messieurs, Djibouti demeure profondément attaché aux principes du droit international et à la promotion d'un ordre maritime fondé sur des règles communes. À cet égard, le Code de conduite de Djibouti et son amendement de Jeddah demeurent des instruments essentiels pour favoriser la coopération régionale, renforcer la confiance entre les États et développer des mécanismes de coordination adaptés aux défis contemporains. Et au-delà de la sûreté et de la navigation, les débats du symposium se sont également intéressés à un autre défi essentiel, la protection des infrastructures numériques sous-marines. Le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Mohamed Abdelkader Moussa Halam, a lancé un appel à une mobilisation internationale en faveur du renforcement de la protection des câbles sous-marins en mer Rouge. S'exprimant lors de la 3e journée du symposium consacré à la sécurité maritime organisé à Djibouti, le ministre a mis en lumière l'importance stratégique du détroit de Bab el-Mandab pour les communications numériques mondiales. Il a rappelé que près d'une quinzaine de grands systèmes de câbles sous-marins transitent par cette zone névralgique, faisant de Djibouti un carrefour incontournable de la connectivité entre l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe et l'Asie. Toutefois, cette forte concentration d'infrastructures représente également un enjeu majeur en matière de sécurité. Le ministre a évoqué les incidents survenus ces dernières années qui ont affecté plusieurs câbles sous-marins et perturbé les communications à l'échelle régionale et internationale. Face à ces défis, Djibouti plaide pour une approche fondée sur l'anticipation, la résilience et l'innovation. Parmi les priorités mises en avant figure le renforcement de la surveillance maritime à travers l'intelligence artificielle, la diversification des voies de connectivité, ainsi que l'amélioration de la gouvernance des infrastructures numériques stratégiques. Mohamed Abdelkader Moussa Halam a également souligné l'importance du projet Horizon Fiber, conçu pour offrir une alternative terrestre aux liaisons sous-marines traversant le détroit de Bab el-Mandab. En conclusion, le ministre a appelé à un renforcement de la coopération entre les opérateurs de télécommunications, les autorités portuaires et les partenaires internationaux afin de garantir la sécurité, la résilience et la continuité des communications mondiales. Place à présent à la culture et à la jeunesse à l'occasion du 49e anniversaire de l'indépendance. Les jeunes talents djiboutiens ont célébré l'identité nationale à travers la poésie et le spectacle. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Mme Fardoussa Moussa Ege, a assisté à la grande finale des concours de poésie et de one-man show organisés au Centre de développement communautaire de Leyablé et Moustiquaire. Cette soirée culturelle a réuni les meilleurs talents des centres de développement communautaire de la capitale et des régions de l'intérieur, venus présenter leur créativité et leur maîtrise de l'expression artistique devant un large public. À travers des prestations en français, en afar, en arabe et en somali, les finalistes ont célébré la richesse culturelle et linguistique de Djibouti en mettant en avant des thèmes liés à l'identité nationale, à l'unité, à la citoyenneté et aux aspirations de la jeunesse. Cette compétition a également mis en lumière le rôle des centres de développement communautaire dans l'accompagnement de la valorisation des jeunes talents. Elle traduit l'engagement du ministère de la Jeunesse et de la Culture à faire de la culture un outil d'épanouissement, de cohésion sociale et de transmission des valeurs nationales.
Après cette parenthèse culturelle consacrée à la jeunesse et à l'expression artistique, intéressons-nous à présent à l'action diplomatique de Djibouti sur le continent africain. La coopération entre Djibouti et le Gabon se renforce davantage. Le premier ambassadeur de la République de Djibouti accrédité auprès de la République gabonaise a officiellement présenté ses lettres de créance au président gabonais à Libreville. Mohamed Burhan Ali a présenté hier ses lettres de créance au président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, lors d'une cérémonie officielle au Palais de la Rénovation à Libreville. Premier ambassadeur djiboutien accrédité auprès du Gabon, avec résidence à Abidjan, il incarne une nouvelle étape dans le renforcement des relations diplomatiques entre les deux pays. Au cours de l'audience, l'ambassadeur a transmis les salutations fraternelles et les vœux du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, au peuple gabonais. En retour, le chef de l'État gabonais a adressé ses salutations et ses sentiments d'amitié au président djiboutien. Et dans les régions de l'intérieur, les forces de sécurité ont également marqué leur engagement au service de la nation. À Tadjoura, la police nationale a célébré son 49e anniversaire. La cérémonie s'est déroulée en présence du préfet de Tadjoura, Mohamed Abbas, du président du conseil régional, Idriss Ambassa, ainsi que de plusieurs notables responsables militaires, représentants de la gendarmerie et membres de la société civile. La police exerce un métier difficile et ingrat. Les hommes et les femmes qui la composent exercent leur métier avec abnégation et dévouement depuis la création de cette institution. Officiers, sous-officiers et hommes de rang, cette cérémonie nous offre l'opportunité de dresser les bilans des principales réalisations, de mesurer les schémas parcourus et de présenter les ambitions qui guideront notre action dans les années à venir. Les années 2025 et 2026 auront marqué une étape importante dans la réalisation de plusieurs infrastructures destinées à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos hommes. Dans le domaine de la santé, face à l'augmentation de la demande, la maternité de notre hôpital se verra dotée d'une extension comprenant 12 lits VIP en complément de ceux déjà construits en 2024. Grâce à la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh,
et au soutien constant des plus hautes autorités de l'État, plusieurs projets structurants ont été réalisés au bénéfice de nos policières et policiers, ainsi que de leurs familles. Et cette commémoration a été l'occasion de rendre hommage aux martyrs et aux héros nationaux qui ont marqué l'histoire du pays. Les festivités ont été marquées par une prise d'armes et un défilé. À cette occasion, le préfet a procédé au dépôt de gerbes au monument des martyrs en hommage à la mémoire des héros nationaux ayant sacrifié leur vie pour la nation. واغفر له وارحمه كما يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا الفاتح. Et pour terminer ce journal, l'actualité internationale avec cette catastrophe naturelle au Venezuela, où deux puissants séismes ont provoqué d'importants dégâts et un lourd bilan humain. Le bilan du puissant séisme qui a frappé le Venezuela s'alourdit avec au moins 164 morts et près de 1000 blessés, selon un bilan provisoire des autorités. Des deux secousses parmi les plus fortes enregistrées dans le pays depuis plus d'un siècle, ont provoqué d'importants dégâts, des évacuations massives et de nombreuses répliques ressenties dans plusieurs régions. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi, merci à la régie et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.